Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans la table avec Annabelle et nous commençons cette semaine avec un témoignage, le témoignage de Jolie sera avec nous sur ce plateau et je suis aujourd'hui avec Aurélie et Stéphanie bonjour, aussi. bonjour, vous allez bien les filles et bienvenue à toi Jolie. Bonjour Jolie. Tu portes bien ton nom, Jolie. Oui. Je sais pas la première qui te le dit. Hein. Oui. C'était la première fois. Moi, quand j'étais plus jeune, je m'appelle toujours Annabelle. Et quelquefois, on m'appelait à l'école Anna Moche. Voilà. Oh. Est-ce que toi, tu faisais des blagues comme ça? Non. Ah, bon. Bon, bah... Pas de nom. Oh, les enfants, quelquefois, sont très créatifs. Donc, voilà. Mais par contre, ne m'appelez pas comme ça. Jamais. Donc, Jolie, tu es venue aujourd'hui pour nous raconter ton histoire parce que tu as vécu un avortement. Tu vas nous raconter contre ta volonté dans des conditions aussi, dans des très mauvaises conditions médicales. Il y a de ça maintenant 10 ans, c'est ça environ. Oui. Et puis tu partages ton témoignage pour pouvoir aussi aider d'autres femmes, des jeunes filles aussi qui se trouvent quelquefois confrontées à certains choix face à une grossesse qui n'était pas désirée. Et on va parler aussi ça, le fait d'être une jeune femme chrétienne et qui tombe enceinte, de tout ce défi, tous les questionnements qu'il peut y avoir et du coup quelquefois on peut se sentir prise au piège et se dire j'ai pas de choix, j'ai pas d'autre option. Et aujourd'hui avec le recul, toi c'est aussi ça ton histoire, c'est que tu te rends compte que il y avait peut-être d'autres façons de faire et qu'à ce moment-là on se sent tellement seul et puis il y a tellement de tristesse et d'émotions qui sont là qu'on peut avoir du mal à réfléchir, surtout quand on le vit de façon assez seule comme toi tu l'as vécu. Donc on va retourner au début de la vie. Ouais. Tu as grandi dans une famille de 6 enfants, oui, c'est ça? 6 enfants, tu es la 5e. Oui. Donc la vie commence relativement bien, tu es dans une famille heureuse et épanouie. Tu m'arrêtes quand je dis faux. C'est ça. Jusqu'au jour où tes parents divorcent, c'est ça. Et là, le divorce de tes parents, t'as quel âge à ce moment-là? J'ai 5-6 ans. 5-6 ans. Et ça crée un choc pour toi? Oui, ça a été... déjà, merci pour l'invitation. Oui, mes parents ont divorcé quand j'avais 5-6 ans. Et c'était vraiment un divorce très difficile parce qu'ils ne s'attendaient pas. Donc, maman est partie de la maison, elle est partie chez ses parents. Et moi, je suis restée... Elle est partie avec les plus grands. Et moi, je suis restée avec ma sœur et notre papa. Du coup, c'était... en étant petite fille, j'étais très, très attachée à ma maman. Et du jour au lendemain, tu te retrouves limite seule. Et c'était très, très difficile. Et puis, à l'époque aussi, en étant enfant, je ne comprends pas pourquoi les parents ne sont plus ensemble. Tu ne comprends pas, tu te poses des questions et en même temps, tu n'as pas de réponse à tes questions parce que les parents ne t'expliquent pas. Et c'est comme ça que j'ai grandi et c'était difficile. Je n'avais pas confiance en moi. J'ai grandi vraiment... je n'étais pas du tout sûre de moi. Je n'avais pas d'estime de soi. J'étais très, très timide. Je ne parlais même pas à l'école. Je ne parlais pas. Donc, quelques années après, Dieu a fait grâce. Maman est arrivée en Belgique. Et ensuite, elle nous a fait venir, ma sœur et moi. Donc, c'est comme ça que tu es partie en Belgique. Tu avais quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais 13 ans, 13-14 ans. Oui. Oui, quand je suis arrivée en Belgique. Et là, donc, tu es en Belgique, tu grandis comme c'est ça. Une jeune fille, oui, une adolescente. Une adolescente qui devient une jeune fille, jeune femme. Et là, tu rencontres, t'as vers 16 ans, c'est ça? 16 ans, tu rencontres c'est vers 15 ans. Ok. C'est à mes 15 ans que tu rencontres un jeune homme. C'était un ami à mon grand frère.
quand je suis arrivée en Belgique, mon grand frère était déjà ici en Belgique. Ouais. Et quand je suis arrivée, ces grands frères-là étaient dans la famille. C'était comme un membre de la famille. D'accord. C'est quelqu'un que ma mère avait pris comme son fils. L'ami de ton grand frère. L'ami de mon grand frère. C'était vraiment comme la famille. C'était un grand frère pour nous. Maman lui faisait confiance. C'est lui qui nous gardait, ma sœur et moi, quand maman travaillait et tout ça. C'était vraiment quelqu'un de confiance. Et c'est comme ça que ces grands frères-là a commencé à abuser de moi. Il était plus âgé que moi d'une vingtaine d'années. Oh, quand même. Hein. Oui, une vingtaine d'années. Et en étant une adolescente, même dans mon adolescence, j'avais toujours pas confiance en moi. Je cherchais toujours l'approbation des autres, des hommes, pour me sentir aimée. J'avais toujours besoin d'être rassurée et tout. Je ne m'aimais pas quand j'étais adolescente. Et en fait, lui, il m'a montré qu'il était là pour moi. Je croyais que c'était quelqu'un de bien. Ouais. Je pensais qu'il voulait mon bonheur parce qu'il m'aimait. Et parce qu'en étant jeune, je ne pensais pas que mes parents m'aimaient. Enfin, je ne croyais pas que mes parents m'aimaient. Donc lui, il a essayé de me montrer que voilà, c'est quoi l'amour, je suis là pour toi. Et je me confiais beaucoup parce qu'à l'école aussi, je n'avais pas beaucoup d'amis vu que j'étais très timide. Donc j'étais seule à l'école. Et lui, il était vraiment comme un ami parce qu'il était tout le temps présent, tout le temps à la maison. Et il a profité de cette faiblesse parce que j'étais très naïve. Je n'étais pas aussi sûre de moi comme je le suis aujourd'hui. Est-ce que ta maman était au courant de cette relation? Non, personne n'était au courant. Combien de temps? Ça a duré 3 ans. Ok. Ça a duré 3 ans et en fait, vous avez développé une vraie relation. Oui, c'est ça. Il a réussi à me faire comprendre que c'était une vraie relation, qu'on était en couple. Mais personne n'était au courant, à part vous deux. À part moi. Et il me disait, voilà, c'est notre secret à nous, donc il faut bien le garder et tout ça. Donc, à cette époque, je crois à tout ce qu'il me dit. Il faut savoir que j'avais jamais eu des relations sexuelles avant. Donc, mes premières relations sexuelles, je les ai eues avec lui. C'était un viol parce que j'avais pas donné mon accord. J'avais pas donné mon consentement. Il l'a fait et après, j'ai pas eu le courage de le dire à ma mère. J'ai pas eu le courage. Je crois que j'avais honte. Et puis j'avais peur aussi vu que je voulais pas créer des histoires dans la famille, je voulais pas créer des problèmes, donc j'ai décidé de le garder pour moi. Et quand il a vu que j'avais rien dit à ma mère, il a dit on peut continuer quoi. Et toi, tu te sentais comment à ce moment-là vis-à-vis de lui? Est-ce que t'avais quand même des sentiments amoureux pour lui? Oui, je pensais que j'étais amoureuse, vraiment. Ok. Et t'avais peur de le perdre? Oui, un peu, oui. J'avais peur de les perdre. J'étais vraiment sous son emprise, en fait. Ouais. Il avait vraiment réussi à me faire croire qu'il était quelqu'un de bien. Parce qu'il était doux, il était vraiment présent, il m'offrait des cadeaux et tout ça. Donc, en étant adolescente, tu t'attaches. Et surtout que moi, j'avais la dépendance affective et tout ça. Donc, je me suis attachée. Et on a commencé à avoir des relations sexuelles et je savais même pas en fait à l'époque que les moyens de contraception existent. Je savais pas, je prenais rien du tout. Et c'est lui qui avait, il avait un petit calendrier à l'époque et c'est lui qui faisait les calculs. C'est lui qui me gérait quoi. Il me disait que oui. Voilà, à telle période là c'est bon, on peut y aller ou non. Ici on peut pas. Et moi, je lui faisais totalement confiance. Je crois que j'étais naïve aussi, j'étais jeune. Et un jour, vers mes 17 ans, fin de mes 17 ans, et là, je vois un jour, je ne vois pas mes règles. Et là, je l'appelle, je lui dis, oh,
j'ai pas vu mes règles ces mois-ci. Et puis lui, il m'a dit, oh, t'inquiète, c'est rien de grave. De toutes les façons, ça va arriver, il faut pas stresser. Et moi, dans ma tête, je me dis, OK, ça va arriver. Et puis non, une semaine, 2 semaines, et puis toujours rien. Et puis il m'appelle, il me dit, OK, on va faire un test pour voir. Je savais même pas comment on faisait les tests. C'est lui qui me montre. Et là, on fait les tests. Et le test était positif. C'était positif, j'étais enceinte. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour toi? Là, c'est la fin du monde. C'est parce que c'était juste pas possible pour moi d'assumer. Je t'ai dit, OK, il y a toute ma famille. Tu commences à regarder l'église, ta famille et tous ces mondes. Il faut savoir que j'étais dans l'église aussi. Parce que je suis née dans une famille chrétienne. Donc, j'ai toujours grandi dans l'église. Et là, tu commences à te dire, mais non, c'est pas les moments. J'étais à l'école, j'avais même pas encore eu mon bac. Donc, tout ça. Et puis, avec lui, si c'était au moins avec un petit copain, OK. Mais avec lui, c'était juste pas possible. Et je lui ai dit non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Il m'a dit si. Et puis il m'a dit, oh, c'est pas grave, vu que j'étais en train de pleurer, c'était tellement difficile, je pouvais pas me retenir. Et là, il m'a dit, t'inquiète pas, t'as pas à stresser comme ça. De toutes les façons, cet enfant, on va pas le garder, tu vas avorter. OK. Et là, pour moi, c'est non. En fait, lui, c'est comme s'il avait déjà un plan. Son plan, ouais. Il avait déjà tout planifié. Et moi, je lui ai dit non, c'est pas possible, je peux pas avorter parce que je connais la parole de Dieu, tout ça. Donc, pour moi, c'est non. Et là, il m'a dit, OK, ça va, il n'y a pas de souci. Bah, si tu es prête à assumer, vas-y. Est-ce que lui était prêt à assumer avec toi? Non, c'est ça. Il n'était pas prêt du tout à assumer. Est-ce que tu l'as dit à ce moment-là? Est-ce que tu en as parlé avec ta famille? Non. Avec des amis? Non. Malheureusement, non. OK. Qu'est-ce que tu as fait? Et ce que j'ai fait, j'ai eu 18 ans, enfin, c'était le week-end. Ouais, j'ai su que j'étais enceinte à quelques jours de mes 18 ans. Et à mes 18 ans, il y a mes amis qui organisent une petite fête. Et là, un ami à moi remarque que je suis enceinte. Je crois qu'il avait vu, je ne sais pas, sur mon visage. Et là, il m'a dit, ah, Jolie, tu es enceinte, c'était pendant la fête. Et là, j'ai dit non. Et puis, il m'a fait, ah, si. Non, j'ai dit non, je ne suis pas enceinte. OK, il a dit, OK, il n'y a pas de souci. Je pense que c'était pour ne pas me mettre mal à l'aise. Et quand je suis rentrée chez moi, c'est là que j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. J'ai dit, finalement, j'accepte sa proposition parce que je ne suis pas prête. Je n'ai pas les épaules assez solides pour accepter. Et je me sentais seule. J'avais honte d'en parler. J'étais entourée, j'avais des amis, un peu, j'avais des copines, mais personne je n'ai pas eu le courage. Au courant de votre relation? Non. OK, pendant toutes ces années, c'est resté caché. Oui. Et au niveau de ta relation avec le Seigneur, t'en étais où à ce moment-là? Je pense que j'ai vraiment eu une vraie relation avec le Seigneur après l'avortement. OK, d'accord. J'étais à l'église, mais j'avais pas vraiment une vraie relation avec lui. Et du coup, là, quand tu l'appelles pour lui dire OK, je vais choisir l'avortement, comment ça se passe? Vous prenez des rendez-vous? Oui, il prend un rendez-vous chez un médecin. Et, on fait la prise de sang. Et à la prise de sang, confirme que je suis enceinte. Et là, il me dit, OK, on va aller maintenant. Tu viens demain, je t'amène chez un autre médecin. Je connais quelqu'un, je connais un bon gynécologue. T'inquiète pas, il fait bien les choses parce que, bon, j'ai déjà eu affaire avec une autre femme. Ça s'est bien passé. Donc, t'as pas à avoir peur parce que j'avais vraiment peur. Il a essayé de me rassurer, ça va bien se passer et tout. Je gère les trucs, donc sois calme. Et les lendemains, on va chez les gynécologues. J'arrive, c'est un vrai cabinet. C'est pas comme si c'était chez la dame à côté, dans une cave ou non. Un vrai cabinet, il y avait des gens dans la salle d'attente. Et j'arrive, les gynécologues m'appellent. J'entre dans son bureau. OK, moi j'attends, c'est qu'il me pose des questions parce que c'était ma première fois d'arriver chez lui. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu pensais pour une consultation et voir après par la suite ce que vous alliez faire?
Non, est-ce que tu c'était savais déjà fixé. C'était déjà fixé. Tu savais que tu venais là pour... Oui, c'était oui, tu viens pour l'avortement. Okay. D'accord. J'ai déjà tout payé, c'est ce qu'il m'avait dit au téléphone. J'ai déjà appelé les gynécologues, j'ai déjà tout payé. Donc tu vas et puis voilà, tu fais ce que tu as à faire et c'est bon, ça va bien se passer. Okay. C'était quoi ton état d'esprit ce jour-là, quand tu étais dans cette salle-là, déjà même à l'attente, et quand tu t'es retrouvée devant lui, le médecin? C'était comme si j'étais morte. Mm-hmm. Il y avait juste mon corps qui était là. Moi, je n'étais vraiment pas là. Je me rappelle que je parlais même pas. Je disais rien du tout. Et j'étais très calme. Et j'avais très, très peur. Et puis, en plus de ça, personne n'était au courant. C'est ça. Personne. Okay. Et j'arrive et les gynécologues m'appellent, j'entre dans son bureau. Mais il me dit, OK, donne ta carte d'identité, je donne. Et puis il me dit, OK, alors c'est bon, t'es prête? Qu'est-ce que tu veux? À une petite fille à peine 18 ans, je venais à peine d'avoir 18 ans, j'étais pas la femme que je suis aujourd'hui, donc je savais même pas m'affirmer. J'étais là, je regarde, je tremble, je vois les ciseaux, je vois déjà le matériel, ça me stresse, je tremble, j'ai peur. Et il me dit, OK, c'est bon. Moi, je me dis, OK, pas d'explication. Parce qu'il ne m'avait jamais vu avant. Donc, et puis, je me suis dit, comment il est au courant? Bon, l'autre, il a déjà appelé, il a déjà expliqué. OK, ça va. Et puis, il me dit, alors, tu peux t'allonger sur la table. Et puis, voilà, on commence l'opération. Je dis, OK. Et là, il commence le curetage. Comme ça, il m'a rien donné du tout. Il m'a pas donné d'antidouleur, pas d'anesthésie, pas rien du tout. Et c'était tellement dur. J'étais sidérée. J'étais comme si j'étais sortie de mon corps. Ça a duré 15 à 20 minutes, mais c'était les 15 minutes les plus horribles de ma vie. Et c'était tellement dur. J'avais tellement mal. Et puis, il m'a dit, pendant l'opération, j'entends sa voix, il m'a dit, waouh, tu es très courageuse pour ton âge. Parce que d'habitude, quand je pratique ces genres de choses sur les femmes plus âgées que toi, elles ont du mal à se retenir tellement que c'est dur, tellement que ça fait mal, mais toi, tu arrives à supporter et tout. Sur ces moments-là, je n'ai pas compris que c'était clandestin, ce qu'il était en train de faire. C'était une clinique clandestine? C'était un avortement clandestin. Okay. Pour ça que c'était dans des conditions comme ça. Oui. Et il a fait ce qu'il avait à faire et puis il m'a dit « OK, c'est bon, j'ai fini, tu peux partir ». Comme ça, il ne m'a rien donné du tout. Et moi, à ce moment-là, je ne sais pas, pour moi, c'est comme ça, on est en Belgique, on est à Bruxelles. C'est comme ça que ça s'est passé, un avortement ici. Moi, c'est ça dans ma tête à ces moments-là. Et je sors de là. Est-ce que tu as perdu beaucoup de sang? Beaucoup. Et j'ai fait une hémorragie après. OK. Après, quand tu es partie du cabinet? Oui. Et comment tu as fait? Parce que, encore une fois, personne n'était au courant de ta situation. Je suis retournée chez les médecins. Chez les gynécologues, c'est le même. C'est lui qui m'a ramené. Oui. Ouais. Nous sommes retournés chez lui et c'est là qu'il me donne les médicaments, il prescrit les médicaments et tout ça. Je prends les médicaments et puis l'hémorragie, ça s'arrête quelques jours après. À ce moment-là, je ne sais toujours pas que c'est clandestin. Et puis lui me dit, voilà, c'est bon, quoi, t'es pas morte. C'est comme si c'était une lettre à la poste. Et puis il me dit, on oublie. On passe à autre chose. On continue notre vie et c'est notre secret à nous. Je ne l'ai dit à personne et moi, je ne le dirai à personne. Wow. Et tu recommences à vivre comme ça? Oui. Et je fais comme si de rien n'était. Et là, la relation continue. Quelques jours après, quelques semaines après, et là, il a essayé encore d'avoir des relations intimes avec moi. Et là, c'est ces jours-là
que je me suis révoltée. J'ai dit non, c'était juste pas possible. Je lui ai dit non, c'est fini. Là, vraiment, c'est bon. Je veux plus de toi. Et tu fais ta vie. Moi aussi, je fais la mienne. Je dirai à personne. Mais voilà. Et puis, il m'a dit, OK, c'est bon. Il a essayé, il a tenté. J'ai dit non, je voulais plus rien savoir. Mais je pensais que c'était fini. Et que toi-même, tu allais pouvoir passer à autre chose. Voilà. Tu termines la relation. Voilà. Tout est réglé. Ouais. Et finalement, toi-même, c'est là que les choses commencent. Et c'est là que la dépression. J'ai fait une dépression. J'ai fait une grosse dépression. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré vraiment le Seigneur. Ok, ouais. À ce moment-là, Jolie, si on la croise, elle ressemble à quoi? À une Jolie limite morte. Je faisais semblant devant les gens, mais dans ma chambre, c'était horrible. La nuit, je ne dormais pas. Je faisais des cauchemars. À ce moment-là, personne n'est encore au courant. Est-ce que ton entourage voit que tu ne vas pas bien quand même, que tu passes par des moments difficiles? Personne n'a vu. 18, 19, 20, ouais. C'est fou, personne n'a vu et j'avais beaucoup maigri, beaucoup, j'ai perdu énormément de poids et c'était lourd, la culpabilité. Et c'est là que l'ennemi est venu, j'entendais des voix, j'ai failli mettre fin à ma vie, j'ai tenté plusieurs fois et c'est là que j'ai crié à Dieu, j'ai crié vraiment à l'aide et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le Seigneur comme un père. Et j'ai prié, je disais à Dieu, fais-moi grâce. Je croyais pas que le Seigneur pouvait me pardonner après ce que j'avais fait. Pour moi, c'était l'ennemi parlait, il me disait pour toi c'est fini. Et je croyais à ces mensonges-là, que c'était fini, que je n'allais même pas me marier un jour, que je n'allais même pas avoir d'enfants, il fallait oublier et tout. Et là, je demandais pardon au Seigneur toutes les nuits. Je demandais pardon. Je disais, Seigneur, fais-moi grâce, pardonne-moi. Et c'est comme une année après que j'ai rencontré mon mari. C'est comme ça, mon mari est arrivé dans ma vie. Et quand mon mari arrive, je crois que c'est vraiment le Seigneur qui l'a envoyé parce que j'étais vraiment en train de souffrir et seule. Je souffrais en silence. Et il est arrivé dans ma vie. Ben, j'avais décidé déjà de mourir avec ses secrets. Ça, c'est quelque chose, j'avais dit, moi, ça, là, je ne le dirai à personne, même pas à mon mari. Ok. Et il arrive dans ma vie et quelques jours après, il vient, il me dit, OK, on avait rendez-vous et tout ça. Il me dit, Jolie, cette nuit, Dieu m'a révélé que tu as eu à avorter. Comme ça. Mais tu es ma femme et tout. Je suis là pour toi. Tu n'as pas... là, vous n'étiez pas mariés, c'était mon copain. Ok, d'accord. On venait de commencer la relation. Mais voilà, Dieu m'a parlé, il m'a rassuré, il m'a confirmé que tu es ma femme. Donc, je suis là pour toi, pour t'aider à surmonter cette épreuve. Aujourd'hui, tu n'es plus seule. Je suis là, Dieu m'a envoyé pour... Et je l'ai arrêté directement. J'ai dit... c'est fini entre nous. Il était là, oui. Il était là, il fait « Oh, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal ?» Mais en fait, j'avais honte, j'étais pas prête. Le fait d'avoir été exposée, ça t'a Pour moi, Dieu m'avait trahi. Ouais. Pour moi, j'ai dit au Seigneur, mais c'est quoi ça ? Comment tu peux révéler des choses comme ça et tout et mais le fait qu'il te rassure, qu'il te dit je suis là, ça t'a pas touché? Non. Non, ok. Non. Okay. Et après, il a essayé, il est revenu, il a trouvé la famille, il m'a supplié et tout. Ok, j'ai compris que voilà, il était vraiment là pour moi. Et on a décidé de garder ces secrets-là pour nous deux. On a dit, on ne les dira à personne. Ok, on avance. Et une année après mais là, tu ne lui racontes pas Je ne lui raconte pas l'histoire. Il sait juste que tu as avorté. J'ai avorté. Mais maintenant, il ne sait pas quoi, comment, il ne connaît pas tout
toute cette histoire-là. Et là, je veux quand même remettre dans le contexte, c'est 1 an après que tu le rencontres. Et dans cette année où tu as vécu de la dépression, tu as voulu mettre fin à tes jours, etc., tu reviens au Seigneur, mais tu es encore extrêmement fragile quand même à ce moment-là. Normalement, on ne recommande pas à ce moment-là, cette étape-là de sa vie. Non, tu n'étais pas forcément hyper prête à vivre. Et surtout que c'est quelque chose qui n'avait pas été mis à la lumière, il n'y avait pas d'aide, de soutien. Donc c'est sûr que voilà, tu es rentrée dans cette relation dans un état très, très fragile. Et c'est sûr, heureusement, il avait cette information-là, mais d'un autre côté, il n'avait pas non plus tous les détails. Donc, il y avait sûrement des réactions, des comportements que tu avais qui devaient pas comprendre. C'est ça. Et là, dans le mariage, c'est là que tout commence. Parce que dans les fiançailles et tout ça, il avait une jolie, belle, souriante et tout. C'est dans le mariage. Mais tu avais quand même les mêmes souffrances encore à l'intérieur. J'avais les mêmes souffrances, mais tu ne partageais pas. Ok. Je ne parlais pas. Et dans le mariage, c'est là que les réactions ont commencé. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas prête. À te marier, mais c'était fait. T'es pas prête, mais tout la préparation au mariage. T'étais pas guérie. Je savais même pas en fait que ça m'avait tellement marqué cette expérience. Je savais pas. Et du coup, ça ressemblait à quoi votre première année de mariage? C'était catastrophique. Juste ça. Vraiment, c'était quoi, des disputes? C'était des disputes. On a failli divorcer. C'était difficile. J'imagine l'intimité aussi. L'intimité, ça, j'allais même oublier. Je voulais même pas avoir de relations sexuelles avec mon mari. Je voulais pas qu'il me touche. Pour moi, c'était comme s'il m'agressait quand il venait. Ou peut-être la peur de tomber enceinte aussi, tu sais, de dire... C'est ça. Oui, des traumatismes et tout ça. Et lui, il comprenait pas. Mais Jolie, mais pourquoi? À chaque fois qu'il venait, que je le repoussais et tout. Moi, je me disais, peut-être je suis comme ça, j'aime pas trop, ça, c'est pas mon truc et tout. Mais voilà, il comprenait pas. Moi-même, je ne me comprenais pas. J'avais des réactions vraiment... j'étais très, très agressive. Ok. Très colérique. Et quand il faisait quelque chose, mais c'était la fin du monde. Très, très, très agressif dans mes réactions. Et il y a même certains membres de la famille qui ont dit, mais Blémy, tu dois divorcer parce qu'avec cette femme, tu vas mourir. Hein. Ah ouais? Oui. Okay. C'était très, très grave. Et c'est là que j'ai fait, vu que ça n'allait pas, j'ai dit, ok, je vais essayer. J'ai commencé les prières, je suis allée voir les pasteurs. Parce que j'ai commencé à culpabiliser un peu. Je voyais que mon mari était mal. Je suis allée voir les pasteurs et les pasteurs ont commencé à prier. Il a fait les délivrances, les jeûnes. C'est dans l'église où j'étais avant. Et lui, il me disait, oui, c'est des liens des familles. Dans ta famille, les gens ne se marient pas. Donc, on veut que toi aussi, tu puisses finir comme ça. Donc, les jeunes et tout. Et quand j'ai rentré, 1 jour, 2 jours après, ça repartait. Et mon mari, à un moment donné, il a dit, mais il faut arrêter d'aller voir les pasteurs. Parce que là, ça ne sert plus à rien. Même la prière ne sert plus à rien pour toi. Et un jour, j'ai vu sur les réseaux, j'ai crié tellement à Dieu. Je pense que il a écouté ma prière. J'ai vu une thérapeute sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai fait appel. Je lui ai envoyé un message pour lui dire ça va pas dans mon mariage. J'arrive pas à être une femme douce. J'arrivais pas à être soumise. Je supporte pas l'autorité. Dans l'intimité, il faut même pas m'en parler et tout. J'ai expliqué. Et puis elle m'a dit ok, on prend rendez-vous. Et là, quand on a pris rendez-vous, et là, juste la première séance, c'était ces jours-là que j'ai fait mon deuil, ces jours-là que j'ai compris, en fait, j'avais besoin d'être guérie. J'avais besoin de la guérison. J'avais pas besoin de
d'imposition de main ou quoi que ce soit. C'était vraiment, j'avais besoin d'aller vers les seigneurs qui puissent me guérir. Guérir ton cœur, ouais. Ouais. Et à ce moment-là, est-ce que tu as parlé avec C'est ton ça. mari? Est-ce que tu lui as raconté finalement l'histoire? Oui. Ouais. Oui, je lui ai raconté l'histoire et il m'a vu aussi dans l'état dans lequel j'étais. C'est là qu'il m'a dit, wow, je pense que là, on a mis le doigt sur le problème. Et, là, Et comment est-ce qu'il a réagi quand il a entendu l'histoire? Ouais, il était content de savoir, de comprendre un peu maintenant pourquoi j'ai réagi comme ça. Et c'est là il m'a dit, ok, je vais t'accompagner, je vais te soutenir, je vais être là pour toi. Dieu t'a donné un bon mari. Ouais, vraiment, vraiment. Et c'est comme ça que j'ai commencé la thérapie. Et pendant que je faisais la thérapie, c'est là que j'ai commencé à écrire mon livre. C'est là que l'idée est venue. Et le Seigneur me disait de parler, de ne pas le garder pour moi. Et ta famille, tes parents? Oui, j'ai finalement eu le courage de le dire à ma famille, à mes parents, à tout le monde. Et ils m'ont cru. Ma mère était, jusqu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à avaler. La pilule n'est toujours pas passée. Elle est très mal. Elle n'a rien vu, quoi. Elle se sent un peu culpabilisée, coupable. Et lui, cet homme-là, il n'est plus dans la famille? Il n'est plus dans la famille. Il n'est plus dans la famille. Et finalement, j'ai eu le courage de le dire à tout le monde. Et j'ai porté plainte aussi. Ok. Ouais, c'était l'année dernière. Avant, je n'avais pas le courage. Contre lui, tu portais plainte? J'ai porté plainte contre lui et contre les médecins. Contre la clinique, c'est ce que contre, je pense. oui. Exact. Et parce que en Belgique, l'avortement, c'est pratique soit dans un hôpital ou dans un planning familial. Et lui, il a fait dans son cabinet, alors que c'est illégal. Et puis, c'était pas dans les conditions. Alors qu'il y a une procédure à suivre, absolument. Il y a beaucoup de choses à faire avant. Donc moi, j'avais pas eu tout ça. Je suis arrivée les mêmes jours et il a fait ce qu'il avait à faire. Donc, j'ai porté plainte et puis aujourd'hui, ça va. Ça va beaucoup mieux. Et pendant que j'écrivais mon livre, j'ai dit au Seigneur, moi, je veux que ces livres arrivent chez Annabelle. Voilà pourquoi je suis là. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Et j'avais dit à Dieu, ok, moi j'écris les livres, tu me demandes de sortir cette histoire, ok, je t'ai fait confiance. Mais ce que moi je te demande en retour, c'est, à l'époque c'était Paroles des femmes. Là, je suis là. Donc, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais peut-être à une jeune? Parce que quand j'écoutais ton histoire, je réalise que, surtout dans l'adolescence, on peut se dire que, voilà, on maîtrise les choses, on a des amis, etc. Pourtant, on vit des souffrances quand même internes qui sont très profondes, tu vois. Et parfois, on assume même des choses, pourtant, psychologiquement, on n'est pas forcément prêt à l'assumer. Et toi, par rapport à tout ce que tu as vécu, est-ce qu'il y a un conseil que tu peux donner justement à des personnes peut-être qui ont l'air cool à l'extérieur, mais qui sont déchirées à l'intérieur? Oui, je dirais, il faut parler. Moi, s'il y a une chose que je regrette aujourd'hui, c'est ça. Et même quand mes amies ont vu les livres, elles étaient tellement mal, elles m'ont dit, mais Jolie, pourquoi? Pourquoi t'as pas parlé? Donc, il faut trouver quelqu'un, ou même au moins une personne. Faut pas, ne souffre pas seul. Il faut en parler, trouver de l'aide, chercher de l'aide. Et voilà. Et puis, c'est dire que c'est possible. J'ai décidé d'écrire ces livres, de partager mon histoire pour dire à ces femmes qui sont en train de souffrir aujourd'hui que c'est possible de se reconstruire. C'est possible de vivre une autre histoire, une nouvelle histoire. Dieu peut te guérir, Dieu peut te restaurer. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Dieu peut le faire aussi pour toi.
Et une chose aussi que tu racontes dans ton histoire et qui, je crois, est un vrai drapeau rouge, c'est le fait de, quand il y a quelqu'un, un homme plus âgé en plus, qui va te dire c'est une note secrète. Et même si il est là, il est gentil, il est doux, il fait des cadeaux, il est intentionné, mais c'est de se dire, mais en fait, pourquoi est-ce que ça devrait être un secret? Tu arrives à 17, 18 ans, tu pourrais fréquenter quelqu'un, mais c'est comme... Tu sais qu'il y a comme une honte, une gêne qui est rattachée à cette relation. Et c'est de se dire, mais... On est lié par un secret. Exactement. Et qu'en plus, je parle particulièrement aussi pour les jeunes filles chrétiennes, parce qu'il peut y avoir un mélange un peu de tout par rapport à l'église. Et puis ça peut être quelqu'un de la famille, mais ça peut être quelqu'un dans l'église, ça peut être quelqu'un qui sert dans l'église. Donc tu te dis, il est spirituel, il doit savoir si c'est Dieu qui lui a parlé, mais en fait, c'est tout le temps un indicateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que si ça reste caché, ça veut dire que c'est dans les ténèbres. C'est pas de la discrétion, c'est vraiment un secret. Et tu vois, et comme tu dis, Jolie, ton regret, c'est de ne pas avoir parlé. Et tu te dis, dans cette même situation, le fait de parler quasiment à n'importe qui, quasiment, sauf une personne malveillante, la personne peut dire « mais pourquoi ?» Et puis, mais juste la surprise de l'autre, le fait de se rendre compte, mais attends, c'est pas normal, l'autre ne valide pas ça, l'autre n'a pas l'air de... L'autre est surpris, ça te sort un peu de ta bulle, surtout quand on est jeune et qu'il y a quelqu'un comme ça qui vient finir de nous façonner dans notre identité, on est encore fragile, très influençable, et puis à ça c'est ça, à ça se mêlent les sentiments amoureux qui sont forts, du coup, on sait plus trop même faire la différence entre ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et ça, c'est sûr, si à 16, 17, 18 ans, on est avec quelqu'un qui nous dit non, parle pas, franchement, parlez-en. Allez voir quelqu'un et allez voir quelqu'un, parce que je suis sûre que ça va être comme un moment, tu sais, quelquefois tu as des moments un peu révélateurs, choc, où tu te dis oh, c'est pas normal. Ça. Et c'est pour ça qu'il dit n'en parle pas. Parce que lui, il a tout intérêt à garder les choses cachées. Donc, c'est déjà un signe, n'en parle pas, mais c'est parce qu'il n'est pas prêt non plus à faire face à une situation, à t'honorer, à te bénir. Donc, c'est vraiment un drapeau rouge. Et je suis convaincue, même si tu te disais, bon, je sais pas, je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais je suis sûre qu'à cette époque-là, il y a une petite voix intérieure qui devait dire, c'est pas bien. C'est vrai. Il cache les choses. Tu sais, je suis bien, il prend soin de moi, mais c'est pas normal que ce soit notre secret. Donc, c'est cette voix-là aussi qui... Tu sais, des fois, on est un peu... On ne sait pas à qui parler, mais de s'écouter aussi. Le Seigneur, il parle à travers notre cœur, puis il va te dire, fais-toi confiance. Si tu dis que c'est étrange, c'est parce que c'est vraiment étrange. Puis n'écoute pas, c'est un secret, n'en parle pas. Il faut s'écouter aussi, même on a 15, 16, 17 ans. C'est cette conscience-là qui dit quelque chose qui cloche. Puis avoir le courage, c'est ça, le courage de parler, sachant que... il y a tout le temps cette histoire aussi du consentement où on se dit je suis dans une zone un peu floue parce que je suis quand même dans une relation avec cet homme, on me tord pas le bras pour être avec lui, il n'y a pas forcément de violence non plus, et qu'est-ce que je vais dire en fait, on va me dire t'étais pas consentante, est-ce que t'étais pas contente, est-ce que t'as pas passé des bons moments, comment est-ce que je vais me défendre de ça, mais c'est de revenir quel âge j'avais, je suis mineur, il est beaucoup plus âgé que moi, il connaît tout de la vie, au point de calculer ton cycle, de savoir comment faire pour avorter, qui contacter. Et je veux dire, maintenant c'est plus facile pour toi, c'est sûr, avec du recul, mais c'est de dire, mais si vous êtes dans cette situation, que vous reconnaissez il y a des éléments similaires à ton histoire, c'est oui, il y a le système d'alarme, les drapeaux rouges qui sont là, réagissez. Et parce qu'à ce moment-là, c'est difficile d'aller parler à quelqu'un, on se dit je suis pas une victime, mais au final, plus la relation perdure et plus aussi ça va être difficile de s'en sortir, et l'impact émotionnel et spirituel est de plus en plus lourd. Donc en tout cas, merci Jolie d'avoir partagé, et je crois que t'as partagé beaucoup de choses qui peuvent être des indicateurs. C'est pas exactement les mêmes histoires, mais c'est un petit peu les mêmes schémas qui se répètent. Une personne aînée, une personne qui est censée être digne de confiance de l'entourage, la relation est
secrète, il y a du péché dans la relation et il y a une emprise et une dépendance émotionnelle, affective qui fait qu'on ne réfléchit plus par soi-même, on n'arrive plus à prendre de décisions, on est coupé des gens qui nous sont le plus chers et malgré tout ça, on ressent un profond vide et comme... aucune valorisation, aucune valeur. Et puis on se détache aussi de Dieu parce que il y a parce qu'il y a le péché, puis il y a la culpabilité. Et c'est comme on ne sait pas comment s'en sortir. Aujourd'hui, on veut vous dire, premièrement, vous n'êtes pas folle. Et ce que vous ressentez, c'est la vérité. Allez parler à quelqu'un. Allez parler peut-être à vos parents, à un ami, à une amie. Allez parler à quelqu'un. Et aujourd'hui, on prie pour que vous ayez le courage de pouvoir parler, le courage de pouvoir vous ouvrir et de pouvoir commencer en tout cas à poser une première action, faire un premier pas pour sortir de cette relation et que vous ne soyez plus prisonnière. Et quand Jésus dit « Je suis venu pour libérer les captifs », il est venu aussi pour nous sortir de relations toxiques, de relations dangereuses où on s'est senti comme accaparé. Il est venu pour vous délivrer. Alors on vous encourage, mettez votre confiance en lui. Et ce qu'il a fait pour Jolie, il peut aussi le faire pour vous. Et vous n'êtes pas obligé de passer par tout ce parcours, d'aller aussi, de passer par toutes les épreuves difficiles par lesquelles Jolie est passée. Si aujourd'hui tu t'es reconnu dans cette histoire, eh bien que le Saint-Esprit te donne le courage aujourd'hui de pouvoir partir, de pouvoir parler et de pouvoir poser juste une première action, un premier pas pour sortir de cette relation. Merci Jolie d'avoir partagé. Donc tu as écrit ton livre Ils me l'ont arraché, où tu donnes plus, tu racontes un peu plus en détail ton histoire. Tu partages aussi différents témoignages de femmes qui ont vécu des avortements et ce que ça a pu provoquer, les conséquences aussi et comment elles en sont arrivées là. Et vous dire voilà, il y a plusieurs. Même si on a l'impression qu'on n'a pas de choix, dans la vie, on a toujours le choix. Il suffit quelquefois de prendre un pas de recul ou de demander de l'aide aussi pour savoir, voilà, quelles sont mes options. Et merci beaucoup, encore une fois, d'être venu partager, que ton témoignage puisse libérer beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles et apporter cette liberté, cette libération. Et puis, on te souhaite un bon retour, Jolie. À bientôt. Et on se retrouve, nous, mercredi, pour un prochain épisode. Bye bye.